Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Isabelle. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, c'est super sympa de faire ce petit crochet par Paris pour venir nous voir avant de partir en voyage. Et bah, c'était presque sur notre route du coup, puis on a utilisé notre passe interrail dès ce matin pour venir, donc au Excellent, top. Ouais. excellent. Je voulais juste rappeler qu'on est donc au studio Le Passage, qui est notre partenaire sur cette seconde saison de Je t'offre un rail. C'est un super studio d'enregistrement, comme vous pouvez le voir, donc... Si jamais vous avez des velléités de lancer votre propre podcast, n'hésitez pas à les contacter. Et donc, voilà, Isabelle, tu as la parole. Moi, c'est Isabelle, je voyage en train depuis une dizaine d'années. Donc, premier interrail avec des amis, et puis après, avec mon conjoint Régis, on a fait pas mal de voyages en Europe. Et puis sinon, au quotidien, on habite entre deux voyages à Grenoble, où on travaille tous les deux là-bas. Toujours très intéressés par tout ce qui est la montagne, le bivouac, et donc on part aussi avec la tente en voyage. Donc vous partez souvent en voyage pour des voyages assez longs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre situation professionnelle pour qu'on comprenne comment c'est possible ? Alors notre situation professionnelle, moi je suis orthophoniste, je suis en libéral, donc je suis autonome pour mes congés, donc je les pose un peu comme je veux. Et Régis est ingénieur et en fait il est dans une boîte de prestat, donc il peut négocier s'il veut des congés un peu plus longs. Alors du coup c'est du sans solde, donc on s'organise un peu en amont par rapport à ça. Mais on a la possibilité d'avoir des congés longs, souvent un peu en dernière minute par contre, donc ça demande un peu de regard. Avant d'attaquer vraiment sur le sujet du voyage dont tu es venu nous parler, j'aimerais que tu nous parles un peu de votre rapport au train. Est-ce qu'on peut dire que tu es accro au train ? Oui. oui, on peut dire ça. Alors moi j'ai toujours aimé le train déjà, dès que j'étais étudiante par exemple, je prenais le train pour aller à Annecy depuis Grenoble, c'était toujours des moments que j'aimais bien. Strasbourg, j'ai fait pas mal de trajets comme ça. Et avec Régis, au tout début, les tout premiers voyages, on prenait pas le train. On a fait plutôt un road trip en voiture, des choses comme ça. Et puis, dès qu'on est parti sur de l'interrail, en fait, on n'a plus changé. Parce qu'on aime beaucoup, notamment la flexibilité. Du coup, on a le pass, on fixe une première étape. Et puis après, on programme au fur et à mesure. Et c'est vraiment la manière de voyager qu'on utilise à chaque vacances, en fait. Ouais. Et donc, tu es accro à tout type de train, TER, Intercité, TGV, train de nuit Alors, Intercité, je connais un peu moins, mais parce qu'il y en a peut-être moins dans la région où on est. TGV, c'est pratique, mais il n'y a quand même pas la même dimension du voyage un peu long. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ces trains où on a le temps de voir changer les choses, en fait. Et train de nuit, oui, c'est quand même sympa pour pouvoir parcourir des distances assez longues pour être rapidement dans un endroit un peu dépaysant, sans voir trop passer les kilomètres sur la première partie du voyage. Donc si j'ai bien compris, tu es vraiment une spécialiste d'interrail. Enfin, en tout cas, tu en as fait plusieurs. Interrail, ouais. Tu en as fait combien ? Je pense qu'on est quasiment une dizaine de voyages avec interrail, ouais. Tu devrais, j'imagine, avoir quelques conseils pratiques à donner aux gens, peut-être des erreurs à ne pas faire, on a déjà publié beaucoup de contenu là sur Warail sur ce sujet, mais je suis sûr que tu as plein de retours d'expérience à nous faire. Oui, mais c'est vrai qu'Interrail, c'est pas toujours très instinctif, notamment sur tout ce qui est les réservations des places, le fait que tous les prix sont pas compris quand on achète le pass Interrail, ça c'est des choses que les gens savent pas, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, du coup, on est quand même plus rodé là-dessus, sur quel site faire les résas, où est-ce que c'est intéressant de prendre Interrail, parce que selon les destinations, c'est pas forcément intéressant, les bons plans pour les promos, parce qu'il y a des moments où les passes sont moins chères, donc on connaît bien, ouais. Et justement, tu aurais des astuces un peu plus concrètes à nous donner ? Au niveau du prix, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moins cher pour certains types de personnes, donc pour les jeunes et pour les personnes de plus de 60 ans, que les enfants, c'est gratuit jusqu'à 12 ans, et qu'après, donc, y a ces promos-là souvent en automne, au printemps, tout ça. Et après, au niveau de l'organisation, il ne faut pas hésiter à prendre des trains sans réservation, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus flexible, en fait. Les trains avec réserve, on peut quand même avoir des bonnes galères, et puis du coup, pour revenir en arrière, c'est plus compliqué. Après, je pense que chaque personne aussi a une manière d'utiliser Interrail qui lui est propre selon ses projets. Donc toi, tu dirais de privilégier plutôt les TER, justement, Intercités. Enfin, juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, souvent les trains où il y a besoin de faire une réservation et donc de payer des frais en plus, c'est les trains à grande vitesse et les trains de nuit. C'est ça, gros. Ouais. Et ça, c'est vrai principalement pour les pays comme la France et les pays voisins. Oui. Par contre, dès que tu t'écartes, que tu vas jusque dans les Balkans ou dans l'Europe de l'Est,
Là, la question se pose quasiment plus. En fait, tous les trains sont éligibles quasiment, non ? Quasiment, ouais. Et puis, il ne faut pas hésiter à rester flexible. Là, par exemple, pour notre voyage, on part la semaine prochaine. On voulait aller à Vienne. En fait, il n'y avait plus de place sur le train de nuit de Strasbourg à Vienne, qui était de toute façon booké depuis très longtemps. Et du coup, en cherchant des plans annexes, en regardant un peu les différentes villes desservies depuis Vienne, on a vu qu'il y a un train de nuit depuis Zurich qui, lui, il y avait de la place. Donc, on a pu avoir des couchettes dans ce train de nuit-là. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à fouiller, essayer de regarder les différentes alternatives. Si la première ne marche pas, il y en a toujours une autre qui marche. Et surtout depuis Strasbourg, pour le coup, oui. Tu peux accéder à des villes en Allemagne. Moi, récemment, j'ai découvert Stuttgart, qui est une ville, qui est presque un hub de trains de nuit, où tu peux prendre des trains de nuit pour Budapest, pour la Croatie, pour Venise, etc. Et en fait, Stuttgart, c'est que à 3h30 de Paris, si je dis pas de bêtises, en TGV. Ouais, ça va être comme ça. Donc effectivement, ça peut être une bonne option. Nous, on essaye de le mettre en itinéraire alternatif souvent sur le site. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on va parler de ce fameux voyage. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle était la destination finale ? Quelles ont été les différentes étapes ? Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre vraiment sur la partie un peu pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Et après, si tu veux, je te poserai des questions plus sur la partie voyage, expérience, etc. Donc là, si tu peux juste nous détailler un peu les étapes, éventuellement nous donner un ordre de budget, un peu ces aspects pratiques. Alors les étapes, on les avait pas construites au début, donc parce qu'on était sur un contexte où c'était en 2021, donc il y avait d'une part le Covid où il y avait pas mal de frontières fermées. On voulait prendre le transsibérien et puis il y a eu la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc on a dû refaire un peu en dernière minute et donc on est parti sur d'abord un pass Interrail de 2 mois. Et après, on est parti donc sur des billets isolés à partir de la Turquie. Au niveau de l'organisation pratique, donc on avait réussi à négocier tous les deux cette coupure de 6 mois sans problème, comme j'avais expliqué avant. On est parti au mois de juin. Pour une coupure de 6 mois, c'était pas forcément si évident que ça à organiser sur le fait de laisser des choses en France qu'on voulait retrouver en revenant. Donc c'est vrai que nous, on a fait le choix de tout mettre dans un box, ce qui nous a demandé beaucoup d'énergie avant de partir. Donc on est parti en étant assez fatigué. Donc c'est vrai que c'est quand même des choses à anticiper. Sur un voyage long comme ça, je pense que partir directement quasiment 3 à 4 jours après avoir été le travail, c'est pas forcément la meilleure idée. Et au niveau du budget, pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai que ça intéresse pas mal de gens, nous, on avait tout cumulé. Donc à la fois les dépenses qu'on avait pendant le voyage et les dépenses qu'on avait en France, pour avoir une notion globale de ce que ça nous avait coûté. Donc, le box, les différents contrats, etc. qui tournaient. On était, pour 2 personnes, si je ne dis pas de bêtises, à 14 000 € pour les 6 mois, tout compris. Donc, train, transport, etc. Train, logement, etc. Et donc ça, c'était pour faire Paris-Tbilissi, Grenoble-Tbilissi. Ouais, c'est ça. En passant 2 mois en Europe, on a fait 2 mois en Turquie, et puis après, le reste, Géorgie. Et donc ça, financé avec l'argent que vous aviez mis de côté. C'est ça, ouais. Exactement. Okay. Donc 14 000 €, ça fait quasiment, ça fait un peu plus de 2 000 € par mois, 1 000 € par personne. Ouais. Parce que c'était sur 6 mois, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Je crois qu'on avait un budget de 70 € par jour en moyenne, quelque chose comme ça, je crois. Et t'as le sentiment que vous êtes fait kiffer ou que vous étiez un peu vous vous limitiez c'est quoi ton sentiment là-dessus ? Non, j'ai pas l'impression qu'on soit tant limité que ça. Ouais, on n'a pas dépassé le budget qu'on s'était fixé. Je crois qu'on avait dit au début qu'on voulait pas dépenser plus de 15 000. Et après, on adaptait un peu au quotidien. Il y a des pays qui nous ont coûté beaucoup plus cher, surtout à la fin, la Grèce et l'Italie. En revenant de Turquie, en fait, c'est quand même vraiment cher en comparaison. Et donc, c'est vrai que ça, on n'avait pas forcément anticipé. Donc, en voyant les prix en arrivant, on s'est dit, oula. Après 2 mois en Turquie, il n'y a rien qui coûte cher, que ce soit, pour un Français en tout cas, que ce soit la nourriture, le logement, tout ça, c'est vraiment pas cher. En Géorgie, on pouvait avoir une chambre pour 10 € si on voulait. Donc non, on ne s'est pas restreint sur grand-chose, ouais. Et si je dis pas de bêtises, le pass Interrail, c'est 3 mois maximum ? Oui. Donc là, en gros, ce que vous avez fait, c'est... vous aviez pris quoi comme pass ? Alors, on avait pris un pass 2 mois. Après, on l'avait eu en promo. Donc, on l'avait eu en promo à 50%. Sinon, on n'aurait pas fait ce choix-là, je pense. Pas mal. Ouais, c'est ça. C'était 700 € par personne, je crois, quelque chose comme ça. Parce que, autre précision qui me semble importante pour ceux qui connaissent pas bien Interrail, c'est pas forcément un avantage économique. Oui. L'avantage, il est purement pour la flexibilité, pouvoir prendre un train quand tu veux, etc. Si on se limite aux trains qui nécessitent pas de réservation. Mais ça peut revenir plus cher que si tu prends les trains au compte-gouttes, quoi. Oui, surtout dans les pays où on était au début, à savoir Croatie, Monténégro, Serbie, c'est quand même pas des trains qui sont très chers. Ouais. Pour le coup, il y a des petits calculs à faire. Oui, ouais, c'est pas toujours intéressant. Au niveau des étapes, donc vous avez pris
0 train de nuit, donc si j'ai bien compris, vous en avez pris quand même. Si, on en a pris quand même. On a pris pour aller en Turquie. Le tracé, donc on est parti donc, de Strasbourg. On a fait une escale à Munich et on est arrivé directement à Zagreb en train de nuit aussi, justement, sur un Munich-Zagreb. Donc Zagreb en Croatie. On a passé 2-3 semaines en Croatie au mois de juin parce qu'on voulait éviter la saison touristique. Donc on est allé jusqu'à Split en train et après on a redescendu la côte croate. C'est un segment où il n'y a pas de train. Enfin, en Croatie, il n'y a pas beaucoup de trains, donc on a fait en bus. Ce qui était quand même super chouette parce que c'est un bus qui passe le long de la côte. On a pris le temps, on a fait des petites escales au bord de la mer dans des petits campings familiaux qui étaient très sympas. Excuse-moi, Zagreb, Split, est-ce que vous avez fait en train de nuit ? Non. Non ? Ok, parce que moi j'ai fait le train de jour. J'aurais bien aimé tester le train de nuit. Ah non, on a fait le train de jour, on a fait une escale au milieu pour couper un peu, mais non, pas de train de nuit. Ok, parce que le train de jour, c'est quoi ? C'est 4-5 heures de mémoire, un truc comme ça Ouais, peut-être même un peu plus, je me demande. Donc ensuite, bus, vous êtes passé par quoi ? Jvar, Dubrovnik Dubrovnik, ouais. Des petits villages, parce qu'on fait à la fois des grosses villes, un peu des choses touristiques, parce qu'on se dit qu'on passe à côté, donc autant y aller, et puis des choses qu'on repère un peu sur la carte, on regarde où sont les gares, on regarde est-ce qu'il y a des campings à côté, est-ce qu'il y a un peu des randos, des choses comme ça. Donc dans des plus petits endroits, en Croatie ça s'appelait Podasa, Slano, enfin voilà, c'est vraiment des petites villes qui sont pas très touristiques, où il y a plus de locaux aussi, donc c'était assez sympa. On a passé pas mal de temps à dormir parce qu'on était assez fatigués, donc c'était assez tranquille. C'est ce qu'il faut, c'est bien de dormir. Ouais, c'était très bien le début. Donc jusqu'à Dubrovnik, et après, depuis Dubrovnik, on a repris un autre bus jusqu'au Monténégro, donc jusqu'à Bar, en passant par les Bouches de Kotor, qui sont... ça vaut vraiment le détour. Et puis pareil, même si c'est un bus, donc c'est quand même pas le même charme que le train, mais c'est quand même des beaux itinéraires aussi. Donc on en a bien profité. Tu passes par les beaux paysages. Je l'ai fait l'été dernier, c'est super beau quand tu passes par le Monténégro. Ouais, le Monténégro, on a vraiment eu un coup de cœur. On est resté quasiment un mois là-bas. Ok. Ouais. Coup de cœur aussi sur les gens ? Sur les gens, Monténégro, c'était sympa. On était dans une auberge de jeunesse à Bar, où on a rencontré pas mal de gens, dont des gens du Monténégro, qui étaient vraiment chouettes. J'ai pas eu la même expérience. Moi, je les ai trouvés beaucoup moins sympas que dans les pays voisins. Ouais. On allait jusqu'en Albanie et pour le coup, c'était un peu le jour et la nuit entre. Mais bon, en fait, tu tombes sur 2-3 personnes moins sympas et ça te laisse une. Oui, c'est ça. Mais bon, faut pas généraliser. Il paraît que l'Albanie, c'est vraiment réputé pour ça, pour être très accueillant, tout ça. Monténégro, nous, on n'a pas eu de soucis particuliers. C'était plutôt des gens sympas. Dans les campings, pareil, les gérants étaient vraiment chouettes. Donc ensuite, Monténégro. Après, c'est direct vers la Bulgarie ou... Alors, Monténégro, donc depuis Bar, on a pris le train et on est allé dans le Durmitor, donc massif de montagne, là, qui nous avait été conseillé justement par le gérant de l'auberge de jeunesse. Où on a passé une dizaine de jours dans un camping, pas mal de rando, c'est vraiment une destination qui vaut le coup aussi, accessible en bus, enfin une partie en train et puis la fin en bus. Et après on a rejoint le train, donc c'est la ligne en fait Bar-Belgrade qui est aussi assez réputée parce que c'est une ligne, c'est un petit train qui passe par des ponts, des tunnels, c'est une ligne de train qui vaut le coup, qui est sympa, avec des vieux wagons, on peut ouvrir les fenêtres, tout ça, enfin vraiment sympa. Et Serbie, après on est remonté jusqu'à Belgrade, quelques petites étapes, mais pareil, pas dans des lieux très connus non plus. Et depuis Belgrade, on est allé jusqu'en Bulgarie. Alors à l'époque, c'était un peu galère de passer de la Serbie à la Bulgarie, je sais pas si ça a changé, mais depuis, on est descendu jusqu'à Niš, qui est au sud du pays, et après là, il fallait pareil faire une jonction un peu foireuse en bus, on n'avait pas les bonnes infos, enfin on a cru qu'on n'allait jamais arriver, mais peut-être que ça s'améliorait après, je sais pas. Et donc Bulgarie, on y a passé une dizaine de jours. Pareil, on est allé en montagne aussi dans le massif du Pirine, où très belle ligne de train aussi, petite ligne de train à voie étroite. C'est un tout petit train qui démarre en plaine, qui monte, on finit en pleine montagne, et après on peut rejoindre facilement une heure de bivouac. Là, on peut planter la tente comme on veut. Donc on est resté 3-4 jours là-bas. Sur la fin, comment vous avez fait ? Après, on a rejoint la ligne de train de nuit là, qui va de Sofia à Istanbul. Et après, sur la partie turque, vous avez pris du TGV ou pas ? Enfin, du train à grande vitesse ? Mais il n'y en a pas tant que ça, du train à grande vitesse. Il y a une ligne qui va d'Istanbul à Ankara, et il y en a une qui va d'Istanbul à Izmir. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc il y a une ligne de train qui va d'Istanbul à l'est du pays qui s'appelle le Doğu Express, mais qui n'est pas du tout express, qui dure, je crois, 24 heures, quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit train, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui va très vite. On a plutôt pris des petits trains, un peu des bus pour rejoindre certaines régions, et des minibus aussi qu'ils appellent des dolmouches, où il n'y a pas d'horaire nulle part, donc il faut réussir... C'est du taxi collectif, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et jusqu'à Kars ?
Jusqu'à Kars. Alors à l'aller, en Turquie, on a quand même fait 2 mois en fait. On a fait 1 mois au début du voyage. On est parti d'Istanbul, on est allé sur la côte, dans le coin d'Izmir. Et après, on est remonté un peu le long de la côte pour après remonter jusqu'en Cappadoce. Donc Cappadoce, c'était accessible uniquement en bus. Là, on a passé une dizaine de jours, donc on était en septembre. Et après, on est allé jusqu'à Kars. On a fini à Kars, en Turquie. Et enfin, le passage. Enfin, c'est ça, le passage de la Turquie à la Géorgie, qui se fait aussi en bus. Donc pareil, c'était un peu compliqué d'avoir les infos. On était un peu en contact avec d'autres voyageurs qui ont pu nous donner un peu les informations, parce que c'est pas évident à trouver sur ces trajets-là qui sont moins fréquentés. Il y avait 2 bus, je crois, à prendre. Dont un qui passait dans des petites routes de montagne de manière pas très sécure, autant je me rappelle, avec des bons dévers à droite à gauche. Mais bon, ça s'est très bien passé, ouais. Et donc en Géorgie, on est arrivé à Batumi, donc sur la côte, à l'ouest du pays, sur la mer Noire. Casino Land. Exactement, ouais. Disneyland, on appelait ça. Nous, il y a partout. Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est une ville qui est sortie de nulle part, avec des gratte-ciel. Plein de casinos aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de Turcs qui viennent justement à Batumi pour jouer, parce que le jeu n'est pas autorisé en Turquie. Oui, il y a pas mal de Turcs qui passent la frontière, ou peut-être même pour faire des courses. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui font le trajet dans un sens ou dans l'autre. Il y avait pas mal de gens au passage de frontière avec des sacs, je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, il y a beaucoup de casinos. On n'a pas joué, mais c'est vrai que l'ambiance est intéressante. Ouais. Et ensuite, après, vous restez combien de temps en Géorgie ? En Géorgie, on est resté 3-4 semaines, quelque chose comme ça, ouais. Et là, c'était la fin. Et la fin, Avant c'était le retour. Avant le retour, ouais, parce que nous, on a décidé de faire l'aller-retour en train. On n'avait pas envie de prendre l'avion du tout. On s'est un peu posé la question, parce qu'à la base, on voulait vraiment aller plus loin. Et puis, on a croisé des voyageurs qui ont fait ce choix-là, qui ont fait le choix d'aller jusqu'à la Turquie ou la Géorgie, de faire un saut en avion pour aller dans les pays d'Asie centrale. Nous, on avait vraiment envie d'aller là-bas. Et puis, finalement, on s'est dit, tant pis, on va prendre le temps, faire l'aller-retour en train. Et donc, Géorgie, on a passé du temps en montagne aussi, pas mal dans des endroits qu'on peut rejoindre en bus. On a fait des chouettes bivouacs, pour le coup, ça s'y prêtait bien, la Géorgie. Ouais, c'est clair, il y a des jolies montagnes. Ouais, il y a des jolies montagnes, et puis c'est bien accessible. Et donc, on est allé jusqu'à... Le plus loin qu'on est allé, c'était dans le coin du mont Kazbek, qui est au nord, à la frontière avec la Russie. On a passé 3 jours. Là, on a pu partir sur 3 jours avec les sacs à dos, faire 2 nuits de bivouac. C'est Kazbegi ? Ouais. Comme ça qu'ils disent, ouais. Alors, c'est le mont Kazbek, et je crois que c'était la ville qui s'appelle Kazbegi, ou je sais plus, il y avait les deux, ouais. Sur le retour, vous avez fait à peu près le même itinéraire ou vous avez changé ? Sur le retour, on a changé, on a fait 2 étapes. Donc, à l'aller en Géorgie, on s'était arrêté donc, dans le coin du mont Kazbek. Au retour, on s'est arrêté à Mestia, qui est vraiment sympa. Avec les petites tours, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Où il y a un trek qui a l'air très chouette, de Mestia à Ujguli, mais avec de la neige, en fait. Donc, ça fait partie des aléas. On est resté un peu, pareil, à faire des randos à la journée. Et après, sur la Turquie, on a fait d'autres étapes aussi dans des petites villes. Pamukkale, qui est dans le sud du pays, où il y a à la fois des ruines antiques et puis des espèces de piscines, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, donc, depuis la Turquie, on a pris un ferry pour aller sur l'île de Rhodes. Et après, on est allé en Grèce de nouveau en ferry. Donc, on est remonté par la Grèce et puis après l'Italie. Ce qui nous a permis de faire d'autres étapes. En Grèce, on est allé à Athènes et on est remonté jusqu'au Météore. Donc, pareil, il y avait... Météore, c'est vraiment un endroit pour les randos, c'est super. Il y a des petits monastères qui sont perchés un peu sur les montagnes. Et puis, c'est super facilement accessible en train. Du coup, il y a un train direct, quasiment direct depuis Athènes. Et puis, Italie, c'était le mois de décembre. Il faisait beau, c'était sympa. Okay. On a fait 2-3 étapes dans des villes. On a fini par les 5 terres. Et après, on est rentré jusqu'à Grenoble. Bon, sacré périple. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré sur toutes ces découvertes ? Est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué plus qu'un autre ? Ou est-ce qu'il y a une étape en train qui t'a vraiment marqué ? Si tu devais nous parler de vraiment une étape, ce serait laquelle ? Alors, un pays, déjà, ce serait la Turquie. Enfin, vraiment, je crois qu'on a tous les deux eu un coup de cœur là-dessus avec Régis. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie d'y aller. Et c'est vrai que c'est un pays qui, déjà, est immense. Donc, en fait, il y a plein de choses à voir et c'est très, très varié. Les gens sont vraiment super gentils, en fait. Quand on parlait de ça tout à l'heure sur l'Albanie, mais là-bas, ils ont vraiment un sens de l'accueil qui est incroyable, quoi. Il y a plein de moments où on était un peu en galère, on savait pas trop où il fallait aller, des choses comme ça. Et il y avait toujours quelqu'un pour nous aiguiller, pour nous offrir un thé. Et une étape, si je retenais une étape... je pense, si on part sur le principe du train, je pense que ça serait le massif du Pirine, là, en Bulgarie. Parce que l'accès est vraiment beau, là, avec cette petite ligne de train dans les montagnes. Et puis,
c'est vraiment des paysages incroyables avec des lacs, des sommets, un peu comme dans les Alpes, quoi. Moi qui viens de Grenoble, ça m'a vraiment fait penser à ça aussi. Enfin, je me sentais un peu dans mon élément, mais ça reste quand même un autre pays, donc c'est intéressant de pouvoir voir ça. Et après, pareil, encore une étape de montagne, mais le coin du Mont Kazbek en Géorgie, je serais bien restée plus longtemps, parce que ça vaut le coup. On a vu notre premier 3000 aussi, donc on n'est pas monté dessus. On voyait des alpinistes qui passaient avec leur tenue là, parce qu'ils allaient le faire avant qu'il neige, parce que le lendemain où on est passé, il a neigé. Donc c'était une question à 2 jours près, on n'aurait pas pu y aller. Mais vraiment hors du temps. Et puis c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde aussi. Par rapport aux grosses villes, justement, Dubrovnik, des choses comme ça, où c'est intéressant. Historiquement, on a appris plein de choses. Mais je crois que les étapes que j'ai préférées, c'est vraiment celles dans la nature, en particulier en montagne. Et donc là, si j'ai bien compris, votre forme de voyage au-delà du côté train-bus, c'était aussi un peu sac à dos, tente et un maximum de bivouac. Enfin, peut-être pas un maximum, mais en tout cas, dès que vous aviez une opportunité de camper, vous le faisiez, quoi. Ouais, c'est ça. On voyage toujours un peu comme ça, avec la tente dans le sac, de quoi se faire à manger. Et comme ça laisse toutes les possibilités ouvertes, en fait. S'il y a des campings qui sont sympas, on n'hésite pas à aller en camping. Et puis, s'il y a des possibilités de bivouac, on regarde l'itinéraire. Et puis après, on fait au mieux, on adapte. Après, en Turquie, on a bivouaqué dans des endroits qui n'étaient pas forcément prévus dans des parcs, des choses comme ça, parce que on n'avait pas forcément anticipé les choses. Ou, en regardant la carte, c'est pareil. Des fois, on a l'impression que c'est un endroit super. Et puis, en fait, en arrivant sur place, par exemple, le lac Skadar au Monténégro, en fait, c'est que des marécages sur le bord du lac. Et sur la carte, on n'avait pas vu. Donc, en arrivant, on a été obligé d'adapter un peu les plans, de trouver un camping, tout ça. Mais ça permet d'être super flexible, en fait. Donc, toujours avec la tente. Et puis, ce qui ne nous empêche pas de prendre aussi des logements en dur, des auberges de jeunesse, des chambres. Et au niveau, justement, chargement, tout le matériel, etc., c'est pas trop encombrant. Parce que c'est vrai que le train, moi, j'adore, mais... tous les transferts, les trucs, avoir beaucoup de bagages, ça peut être un peu fatigant, quoi. On n'a pas tant que ça, en fait, finalement. On a un sac à dos chacun. Et puis après, au fur et à mesure des années, on a appris à réduire aussi. Et donc, en fait, moi, je trouve ça beaucoup plus pratique qu'une valise à roulettes ou quelque chose comme ça, parce que quel que soit le terrain, c'est hyper facile à porter. Et le niveau encombrant, non. Après, on n'a pas des sacs qui sont si gros que ça. Le mien, il faisait 40 litres, je crois, pour le voyage de 6 mois. C'est pas énorme. Ouais, peut-être un tout petit peu plus. Et celui de Régis, il en fait 68. Et tu saurais nous dire, justement, les éléments indispensables à prendre pour ceux qui voudraient se lancer dans un voyage train-bivouac? Et faut surtout réfléchir au poids de ce qu'on prend déjà, parce que c'est sûr que s'il y a un sac à dos trop lourd, de toute façon, ça va être compliqué. Les indispensables, ça dépend de la saison où on part, mais donc une bonne tente pas trop lourde. Après, les duvets, selon là où on va, faut faire attention à la température de duvet qu'on prend. Nous, là, sur le voyage de 6 mois, on avait pris des conforts -10 et ça nous avait bien servi dans certaines zones de montagne, mais c'est vrai que sur un voyage là comme en été, on a pris des duvets à 10 degrés, c'est très bien, ça permet de réduire la taille. Des indispensables... en fait, il n'y a pas forcément tant de choses indispensables que ça. C'est aussi ce qu'on a découvert au fur et à mesure. On prend un peu le minimum, nous, maintenant. Même au niveau des habits, on va prendre 3-4 t-shirts chacun. Par contre, on fait des lessives tous les 2-3 jours. Mais ça nous permet de porter moins, ouais. Tous les 2-3 jours, carrément? Ouais, après, ça se fait bien. En camping, tout ça. Ouais, ou tous les 4 jours. Après, ça dépend du niveau de confort de chacun. Nous, ça nous va bien comme ça, parce qu'en fait, si on rajoute 3 t-shirts dans notre sac, ça fait, 400-500 grammes de plus. Et puis, à force de rajouter ça, puis ça, puis ça, ça fait des sacs qui sont hyper lourds et qu'on n'arrive plus à porter, quoi. Non, mais là-dessus, je te rejoins totalement. Mais c'est juste que... peut-être que je devrais pas le révéler publiquement, mais moi j'ai assez peu de scrupules à porter un t-shirt 2-3 jours de suite. Ah oui, non mais alors nous aussi, c'était pour faire comme si. Non mais après les t-shirts, en plus selon les matières, t-shirts en mérinos, des choses comme ça, on faisait pas forcément des lessives tous les 3 jours. Ça dépendait des saisons aussi, si c'est en plein été, si c'est en hiver. Mais oui, en tout cas, on avait 3 t-shirts manches courtes, un t-shirt manches longues, un pantalon shortable, comme ça fait pantalon short. Enfin. Et après, s'il manquait des choses, on achetait au fur et à mesure. Régis, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus d'être juste en short, en t-shirt. Il s'est acheté une chemise en Turquie, puis il l'a portée jusqu'au bout. Il ne l'avait pas pris de base, mais c'est pas grave, on complète. Ça me fait un petit souvenir. C'est ça. Et alors, selon toi, les avantages de voyager en train, je pense qu'on a déjà quelques idées, mais est-ce que tu pourrais nous les lister?
Le principal avantage, c'est quand même de pouvoir prendre le temps, de voir les choses changer, de pas faire le trajet d'une seule traite où du coup on part d'un endroit, on débarque dans un autre endroit le lendemain matin. Et il y a pas moi j'ai besoin de ça en tout cas, de voir changer les choses au fur et à mesure, les paysages qui changent, les langues qui changent, passer les frontières physiquement où du coup on réalise qu'on passe d'un chemin à l'autre, tout ça. Le train c'est un super espace pour faire plein de choses aussi. On n'a jamais autant écrit, je pense que quand on était en voyage en train avec Régis, autant lu, autant écouter des podcasts, parce que c'est vraiment des moments où on n'a rien de spécial à faire, où du coup on peut faire un peu tout aussi. Et sinon, y a l'avantage écologique qui quand même, bien sûr, pèse, en tout cas dans notre cas aussi beaucoup. On essaye de réduire le nombre de vols qu'on prend. Voyager avec les locaux aussi, c'est vrai que ça permet aussi de faire des rencontres, de voir un peu les gens de plus près aussi, voir comment ils voyagent. C'est vrai que par exemple, pour reprendre la Turquie, il y avait aussi une manière de voyager qui était... les gens, ils avaient leur thé, par exemple, dans le train. Ils partageaient le thé dans le train. Dans les wagons-bars, par exemple, c'était aussi un espace très convivial. Ça permet aussi de s'imprégner un peu de l'ambiance du pays différemment. C'est déjà pas mal. Train. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu aurais une anecdote, une grosse galère, un truc qui t'a marqué, pas forcément en positif, à nous raconter Alors on en a une, mais c'était pas en train. C'est la seule fois du voyage, on a voulu prendre un taxi où on voulait rejoindre un endroit un peu isolé. Donc point le plus à l'est, on a été en Géorgie. C'était pour notre anniversaire de mariage, donc on avait trouvé un endroit sympa. Et donc taxi à Tbilissi, en fait on a cherché quelque chose, on a essayé de négocier un peu les prix. On a fini par arriver dans un taxi où le type nous a dit un prix qui était vraiment pas cher, et puis après il sort son enseigne de taxi, il le met sur la voiture, et en fait il n'avait pas compris où on voulait qu'il aille, il commençait à tourner en rond dans Tbilissi, on n'arrivait pas à se comprendre parce qu'il parlait en géorgien, nous en français, avec Translate ça marchait pas, il commençait à s'énerver, etc. C'était vraiment une situation pas hyper agréable, où finalement on lui a dit tant pis, laissez-nous là, on lui a donné l'argent qu'il voulait, et puis on a réussi à trouver un autre moyen plus sécure d'avoir un taxi en appelant notre hôte à l'endroit où on allait, qui a contacté un taxi pour nous. Donc c'est vrai qu'en fait, dans des pays comme ça, où on n'a pas les repères de la langue, où on n'arrive pas à lire, où on n'a pas les codes, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu quand même un peu peur, parce qu'on était embarqué dans un truc avec quelqu'un qu'on connaissait pas, qui commençait à être un peu agressif, tout ça. Voilà, donc on s'est dit que le train, c'était bien. Ouais, finalement, je crois que c'est la plus grosse galère qu'on ait eue sur ce voyage-là. Sinon, il n'y a vraiment pas eu grand-chose... Honnêtement, sur tous les voyages en train, sur tous les hébergements, on n'a jamais eu de soucis. Ça va, hein? Franchement, ouais, il n'y a eu aucun souci. Et si j'ai bien compris, ça fait longtemps que vous voyagez en couple, mais toi, tu as déjà voyagé seul? Tu as déjà fait des voyages de ce type seul? Complètement seul, non. Avec des amis, un petit peu. Mon premier Interrail, c'était avec des amis. C'est une amie de prépa qui m'a converti au voyage en train, qui m'a dit « Allez, on part en Interrail ». Et est-ce que vous avez d'autres projets de voyage bas carbone que tu aimerais nous partager ou alors est-ce que c'est encore en réflexion? Alors, on en a plein des projets. Après, le problème, c'est le temps. Les projets qu'on peut réaliser dans l'immédiat. Là, donc, on part lundi. On va aller un peu dans les pays baltes où on n'a jamais été là en Europe. On a 5 semaines pour voyager. Donc, aller dans les pays baltes et retourner en Finlande par là-haut, où c'est vraiment des pays qu'on apprécie beaucoup. Les projets qu'on aimerait bien faire un jour, mais là, vraiment, ça va pas être tout de suite. Il y a donc prendre le transsibérien. Ça, c'est quelque chose qui nous a pas lâché, mais on attend un peu que ça évolue, qu'on ait le bon créneau pour y aller. Aller jusqu'au Maroc aussi, et peut-être un peu plus loin en Afrique, en train. Sur l'Afrique du Nord, on a vu qu'il y a quand même pas mal de trains, donc il y a peut-être moyen de faire des choses. Et après, peut-être un jour voyager dans d'autres pays, mais ça nécessiterait de prendre l'avion en Amérique, tout ça. Il y a des lignes qui ont l'air sympas aussi. Bon, un petit voilier, c'est bien. Ouais, ça se fait, hein. Super. Et où est-ce qu'on peut justement retrouver toutes les infos sur ce voyage que tu nous as raconté, mais sur éventuellement d'autres ou les prochains? On vient de lancer un site web là, qui s'appelle Au rythme du rail. Donc à l'origine, on avait une newsletter et puis là, on a fait ce site-là pour centraliser un peu tout. Et donc dessus, on trouve des articles sur les destinations où on a été, avec pas mal d'informations pratiques aussi sur les accès, sur comment on peut y aller, et des infos plus techniques sur le matériel à emporter, l'organisation. Donc c'est l'objectif final. Et après, on essaie d'inclure aussi des témoignages de voyageurs qui voyagent lentement, donc soit en train, soit en vélo, en rando, en voilier. Le but, c'est vraiment de voyager au rythme du rail, donc de voyager lentement en prenant le temps. Voilà. Donc au rythme du rail sur internet .quoi .fr. Sur Instagram c'est au.rythme.du.rail. Ok.
D'autres comptes sur lesquels on peut vous suivre? Sur Enfin, Facebook, il y en a un aussi, et sur LinkedIn, il y en a un. C'est Régis qui gère, donc je crois qu'il est un peu moins actif. Ok. Bon, de toute façon, on mettra les liens en description. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se quitte? Non, mais faut pas hésiter en tout cas à partir, à organiser un peu en dernière minute. Si c'est quelque chose qu'on a appris, c'est que en fait, le voyage en train, ça se prête bien aussi à ça, finalement, à construire l'itinéraire au gré des envies, à pas forcément tout planifier en avance. Parce que ça permet aussi d'adapter en fonction de la météo, en fonction des rencontres, en fonction de l'état où on est, etc. Donc, faire au fur et à mesure. Et puis, vraiment, la tente et le sac à dos pour le train, c'est un super combo. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et niveau rando, il y a énormément de possibilités en Europe. Ouais. Eh bien, écoute, un grand merci d'être venu nous parler de ces différentes expériences. Et puis, je te dis à bientôt sur les rails. À bientôt. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.